On a tous déjà observé cette scène. Ou pire, on l'a subie de l'intérieur. Oh que oui. On est assis dans une salle, que ce soit pour une réunion de département interminable, une formation obligatoire sur les nouvelles normes de sécurité, ou sur les bancs d'un amphithéâtre. Sous la lumière des néons. Ouais, cette lumière agressive. Et la voix de la personne qui présente au tableau se transforme peu à peu en un bourdonnement complètement monotone. Les paupières deviennent des enclumes. Et on regarde discrètement l'horloge. C'est ça. On est intimement persuadé qu'au moins une bonne heure s'est écoulée, depuis la dernière fois qu'on a vérifié. Et là, c'est l'effroi. Ça fait que 4 minutes. C'est tragique. C'est une vraie lutte à la fois physique et mentale, juste pour rester conscient. Et c'est exactement ce que l'auteur Bruno Hurst appelle le mur de l'ennui, dans l'ouvrage de référence qu'on va décortiquer aujourd'hui, Former sans ennuyer. Et c'est un mur redoutable. Complètement. Parce que la recherche est formelle là-dessus. Quand un cerveau humain frappe ce mur de l'ennui, le processus d'apprentissage s'arrête net. Il n'y a plus rien qui rentre. Le rideau tombe. Voilà. Et c'est un phénomène cognitif fascinant quand on l'analyse de près. Parce que cet ennui, c'est pas une fatalité biologique liée au sujet qu'on apprend. C'est presque toujours le résultat direct d'une méthode de transmission inadaptée au fonctionnement réel de notre cerveau. Et c'est vraiment le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans une pile de concepts fascinants, issus des sciences cognitives, de la psychologie de l'attention. Et le livre Former sans ennuyer, c'est vraiment le guide parfait pour ça, parce qu'il remet fondamentalement en question la manière dont on conçoit le partage des connaissances dans notre société. C'est une précision super importante. Et il faut établir d'emblée que cette plongée, elle ne s'adresse pas qu'aux profs ou aux professionnels de l'éducation. Ah non, pas du tout. Elle est vitale pour absolument toute personne amenée à transmettre une information. Du coup, ça peut être un manager qui forme son équipe sur un nouveau logiciel, un expert technique face à des néophytes, ou même des parents le soir avec les devoirs. Ou quelqu'un qui apprend en autodidacte, oui. Exactement. La mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de cet ennui et de voir comment l'apprentissage peut cesser d'être cette corvée imposée. Comment ça peut redevenir un instinct naturel et joyeux. Alors, décortiquons ça. Comment on passe concrètement d'une salle de zombies à un groupe éveillé et enthousiaste? La question centrale est là. Comment on transforme cette réception d'informations, souvent hyper passive, en une expérience d'activation joyeuse? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre le choc des méthodes. Le fameux changement de paradigme. Ouais. Il y a une opposition frontale entre l'approche traditionnelle et ce qu'on appelle le mieux apprendre. C'est une philosophie d'enseignement tirée de l'accelerative learning, l'apprentissage accéléré. Et dans le modèle classique, celui qu'on a tous subi, l'apprenant, c'est juste un récipient vide. Un vase à remplir. Le formateur détient le savoir absolu, et son job, c'est de verser ce savoir dans la tête des gens avec des cours magistraux. Et culturellement, on a l'impression que ça doit forcément être difficile. Faut que ça fasse mal pour être sérieux. Voilà, l'effort laborieux, la contrainte, c'est glorifié. C'est l'analogie classique du seau qu'on essaie de remplir au forceps avec un tuyau d'arrosage. On ouvre les vannes à fond. Et la tragédie, c'est que si le seau déborde ou qu'il fuit parce que l'information reste pas, le système blâme systématiquement le seau. C'est toujours la faute de l'apprenant. Ouais, on va dire qu'il manque de concentration, qu'il n'est pas fait pour les maths, qu'il ne fait pas d'efforts. On remet jamais en question la pression du tuyau d'arrosage. C'est fou quand on y pense. Ce qui est fascinant ici, c'est que le concept du mieux apprendre prend le contre-pied total de ça. On s'inspire des travaux sur la suggestopédie du psychiatre Georgi Lozanov et on considère que l'apprentissage, c'est pas une insertion forcée de données. C'est plutôt naturel. C'est le développement naturel d'un écosystème complexe. On nourrit cet écosystème. Et pour que ça marche, la méthode dicte qu'il faut engager l'individu dans sa globalité. L'intellect conscient, bien sûr, mais pas que. Exactement. Il y a l'inconscient, le corps physique dans l'espace, et par-dessus tout les émotions. Les états internes des gens dans la salle, c'est la fondation même de la méthode. Le stress utile, la peur de l'échec ou d'avoir l'air bête, ce sont des bloqueurs cognitifs majeurs. Et là, faut vraiment s'arrêter là-dessus. Parce que la mécanique cérébrale derrière ça, elle est implacable. La sécurité émotionnelle, c'est pas juste un truc sympa pour faire du team building. Ah non, c'est biologique. Les recherches montrent que sans un état de détente concentré et sans un environnement psychologiquement sûr, le cerveau se braque. L'amygdale, qui gère la peur, prend le contrôle. Et bam, les voies d'accès à la mémoire à long terme se ferment. C'est le mode survie. Du coup, si quelqu'un a peur d'avoir les rides en posant une question, l'information va glisser sans jamais s'ancrer. Les sources qu'on a épluchées insistent lourdement sur la nécessité de remettre de l'humour, du jeu, de la fantaisie. C'est tellement vrai. On a ancré cette croyance que pour qu'un truc soit professionnel, ça doit être sinistre.
Le fameux sérieux absolu. Mais ce sérieux absolu, sans émotion positive, ça engendre l'ennui. Et l'ennui, le cerveau le perçoit comme une menace. Ce qui provoque direct une réaction de fuite. Ouais. Et cette fuite, elle prend plein de formes. Si on peut, on fuit physiquement, mais dans une entreprise ou à l'école, on ne peut pas. Donc la fuite devient mentale. C'est l'évasion cognitive. On commence à faire sa liste de courses dans sa tête. On fixe son téléphone sous la table. Le corps est là, mais mentalement, la personne a quitté le bâtiment depuis longtemps. C'est juste le cerveau qui économise son énergie face au manque de stimulation. Alors, sachant que le cerveau cherche à fuir cette monotonie en permanence, comment on prépare le terrain? Comment on capte cette attention dès les premières minutes? Et c'est là qu'intervient le besoin fondamental de l'image globale. Ouais, avant le moindre détail technique, le cerveau doit comprendre l'environnement. C'est directement lié à la théorie de la charge cognitive. Si on vous balance des infos fragmentées sans le contexte général, votre mémoire de travail s'épuise. Elle s'épuise pas à mémoriser, elle s'épuise à essayer de deviner comment les morceaux s'emboîtent. C'est un gaspillage d'énergie mentale colossal. J'adore l'analogie de la boîte de puzzle qui est utilisée pour expliquer ça. Imaginons qu'on demande à quelqu'un d'assembler un puzzle de 1000 pièces, mais on cache l'image sur la boîte. L'angoisse. On lui donne les pièces une par une en disant « Tiens, place ce petit dégradé de bleu ici et mémorise la forme de ce bout de nuage gris ». C'est frustrant et surtout ça n'a aucun sens. Aucun. Et pourtant, c'est comme ça qu'on enseigne souvent. Bah oui, le cerveau aborde l'apprentissage pareil. Avant les acronymes complexes ou les détails fastidieux, il a désespérément besoin de voir l'image sur la boîte du puzzle. Cartographier le territoire dès l'intro, ça fait chuter l'angoisse de l'inconnu. Ça structure la pensée. On crée les dossiers mentaux avant de les remplir. Et ça pique la curiosité du coup. Mais cette préparation, elle ne s'arrête pas au discours. Il y a cette notion d'observation constante de l'audience, le calibrage. Ah, le calibrage. C'est analytiquement fascinant. Un bon formateur ne fait pas que parler. C'est un observateur hors pair. On sait que jusqu'à 90% de la communication est non verbale et non consciente. 90%, ça donne le vertige quand on y pense. Surtout qu'on se concentre presque que sur les mots. Absolument. Donc le calibrage, c'est développer une acuité pour lire la pièce. Un formateur calibré, il regarde pas ses notes ou ses slides, il scrute les mouvements du groupe. La posture, les épaules affaissées. Les changements de respiration, les regards qui fuient, les pieds qui tapent. Et le but, c'est pas de juger, c'est de s'adapter en temps réel. Si le groupe est en surcharge cognitive, on change de trajectoire. On lance une anecdote, on fait une pause. On lit pas ces diapositives comme un robot cassé. Exactement. C'est la différence entre un présentateur passif et un vrai architecte de l'apprentissage. Mais du coup, comment on motive les gens quand le sujet lui-même est hyper aride, même avec une belle image globale et un bon calibrage? La réponse est sans appel. Il faut donner du sens. Les fameux bénéfices. Faut pas juste dire « aujourd'hui on apprend ce logiciel ». Faut le relier à la vie de la personne. Les bénéfices directs, genre « ça va vous faire gagner 2 heures de saisie par semaine ». Et les bénéfices indirects, émotionnels. Voilà. Ça va réduire le stress de fin de mois, éviter la frustration des erreurs. Sans ce sens, cette connexion au pourquoi c'est utile pour moi, la motivation s'effondre. Ce besoin de sens nous amène direct à la mécanique d'ancrage. Une fois qu'on a la sécurité émotionnelle, l'image globale, le sens, comment on transforme la donnée en connaissance durable? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ouais, parce que l'apprentissage accéléré renverse tout. Il faut placer l'action au centre absolu du processus. Briser le monopole de la parole. Dans le modèle classique, la personne qui sait est debout et parle pendant 1 heure, et les autres sont assis et écoutent en prenant vaguement des notes. Et la neurobiologie prouve qu'on n'apprend pas une compétence complexe juste en écoutant. On apprend en faisant, en testant, en faisant des erreurs. Le livre recommande une proportion qui choque souvent en entreprise. 50% à 70% du temps global devrait être consacré à l'activation par les participants. 70% du temps. On comprend que ça fasse peur. On a l'impression de perdre le contrôle, un chaos total dans le séminaire. On se dit, si l'expert se tait 70% du temps, pourquoi on le paye? C'est clair. Mais cette activation, c'est pas du temps libre ou la cour de récréation. C'est une autonomie très structurée. Au lieu d'un monologue de 40 minutes, l'expert fait une démo percutante de 10 minutes et donne un problème à résoudre en groupe pendant 30 minutes. Le formateur passe du sage sur l'estrade au guide sur le côté. Il circule, il débloque les impasses, mais il refuse de faire le travail cognitif à la place des gens. Et ce transfert de la charge cognitive, c'est la clé de la mémoire à long terme. Sauf que, attention, cette activation intense pompe énormément d'énergie. Ah oui, le cerveau a ses limites. Il faut une contrepartie vitale, le repos stratégique. On n'est pas des disques durs. Il y a des rythmes ultradiens et les pauses sont capitales.
Pas juste la pause café où on parle de boulot. Des pauses physiques pour s'étirer et surtout des pauses créatives. C'est fou parce que ces moments apparemment inactifs, en coulisses, c'est une frénésie cérébrale. C'est l'incubation. Pendant qu'on regarde par la fenêtre, le réseau du mode par défaut s'active. L'inconscient trie et consolide les nouvelles connexions. Et si on supprime ça pour gagner du temps, c'est la cata. La saturation arrive direct. Et pour que l'activation marche vraiment pour tout le monde, il faut prendre en compte la diversité neurologique. Et là, on aborde la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. C'est génial ça. C'est un point aveugle de l'enseignement classique. L'idée, c'est de détruire le mythe d'une intelligence unique, genre logique ou linguistique. Chaque être humain a un canal préférentiel. Les visuels, les auditifs, Et les kinesthésiques. Les visuels ont besoin de schémas, de couleurs. Les auditifs sont sensibles au ton, aux discussions. Et les kinesthésiques ont besoin du corps, du mouvement. S'ils ne bougent pas, ils ne retiennent rien. en ingénierie pédagogique, ça veut dire qu'il faut multiplier les portes d'entrée. Si on fait juste du texte noir sur fond blanc en parlant d'une voix monocorde, on ampute la compréhension d'une grande partie de la salle. Faut orchestrer tout ça, raconter une histoire pour les auditifs, dessiner au tableau avec des couleurs pour les visuels et faire un jeu de rôle pour les kinesthésiques. Ça demande une sacrée agilité. Mais ça explique tellement de choses sur nos parcours scolaires. Il y a tellement de gens qui ont grandi en se croyant nuls, juste parce que le système parlait jamais à leur canal dominant. Redonner cette confiance, c'est fondamental. Et ça nous amène au moment fatidique. Même dans le système le plus bienveillant, à un moment, il faut vérifier l'évaluation, le test. Les fameuses mains moites, la boule au ventre. Historiquement, c'est ça. Mais l'approche proposée ici, c'est un renversement complet. Le but, c'est de consolider sans générer la moindre angoisse. La formule clé, c'est tester pour le succès, jamais pour l'échec. Tester pour le succès. C'est tellement contre-intuitif par rapport à ce qu'on connaît. Dans le modèle classique, le test, c'est un piège. C'est un outil de tri pour sanctionner, classer, punir. Le mieux apprendre refuse ça. L'évaluation devient juste un outil pour célébrer la connaissance fraîchement acquise. En pratique, ça change tout dans la salle. Ça veut dire qu'on met en place des conditions pour réussir. Des tests à livre ouvert, par exemple. Où chercher l'info compte plus que le bachotage. Ouais. Ou des évaluations collaboratives en équipe. Ou même commencer par des questions hyper faciles pour amorcer une boucle positive et bâtir la confiance avant de monter en difficulté. C'est plus une arme de terreur. Et le changement va plus loin. Ce test bienveillant, c'est en fait un diagnostic impitoyable, non pas pour l'apprenant, mais pour la méthode. C'est le contrôle qualité. Exactement. Si une majorité du groupe échoue à un test conçu pour être réussi, c'est pas que les gens sont incompétents. C'est que la méthode de transmission a raté son coup. L'architecte du savoir doit ajuster son calibrage. La responsabilité est vraiment partagée. Et une fois cette consolidation faite, il y a un dernier détail hyper important sur la mémoire. La façon dont on clôture. À la fin de session. Souvent, ça finit en épuisement général, on regarde la montre et tout le monde fuit dans les couloirs. Mais l'ouvrage conseille de créer une vraie résonance, reconnaître l'effort et créer des points d'ancrage pour la suite. C'est l'effet Zeigarnik, le biais cognitif qui fait qu'on se souvient beaucoup mieux des tâches inachevées, en posant une question intrigante juste avant de se quitter, ou en dévoilant un bout du puzzle de la prochaine session sans donner la solution. On laisse le cerveau en tension intellectuelle positive. La soif de découverte continue en coulisses. C'est le cliffhanger des séries télé, mais pour la formation. Tout à fait. Mais pour clore notre propre exploration, faut qu'on parle de l'application pratique de tout ça. Le « et alors ?» Que vous deviez animer une réunion qui tourne à vide, faire un tuto ou aider au devoir, ces principes sont immédiatement utilisables. C'est clair. Sécuriser l'espace émotionnel, donner l'image globale avant les détails techniques, accepter de se taire pour laisser les autres manipuler, varier les supports, ce sont les outils pour démolir le mur de l'ennui. Si on relie ça à notre époque, l'enjeu dépasse la simple acquisition de compétences. On vit dans une économie de l'attention totalement saturée. Notifications, données fragmentées partout. Transmettre un savoir complexe aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance culturelle. C'est ça. Cette philosophie nous rappelle que transmettre, c'est pas un téléchargement de données entre deux disques durs, c'est une connexion humaine. Ça demande de l'empathie cognitive, de lire l'autre, de respecter son émotion. Sans cette réceptivité, toute l'expertise du monde vient s'écraser contre le mur. Et ce besoin inhérent de connexion humaine, d'ancrage physique pour intégrer le savoir, ça m'amène à une petite réflexion provocatrice pour la fin.
Je t'écoute. On vient de voir que notre biologie exige de la sécurité émotionnelle, du mouvement, du rire, de l'empathie pour apprendre efficacement. Or, aujourd'hui, on assiste à une explosion de l'apprentissage virtuel, tout le monde isolé derrière des écrans, avec des intelligences artificielles conçues pour nous former de manière hyper optimisée. L'automatisation du savoir. Ouais. Si notre cerveau a besoin de liens sociaux et de fantaisie humaine pour apprendre, que va-t-il se passer avec cette numérisation extrême? En cherchant l'efficacité froide et en supprimant l'humain de l'équation, est-ce qu'on ne serait pas simplement en train de construire le mur de l'ennui le plus gigantesque et le plus parfait de l'histoire? Voilà une question sur l'avenir de notre cognition qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement en refermant ce livre.